Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Panorama Santé Environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de la hanche et de la dépigmentation cosmétique. Et pour en parler, nous avions donc reçu pour vous un éminent médecin. Il est médecin, il est aussi colonel. Il est le chef de département de chirurgie de l'hôpital central Pierre Mobengo de Brazzaville en République du Congo. Il a beaucoup de qualifications, tant sur le plan médical, médico-militaire et sur le plan chirurgical. Il s'agit du docteur Jean Bruno Ikapi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de vous. Vous êtes médecin, chirurgien, orthopédiste, c'est vrai, mais sur le plan médical, qu'est-ce que vous êtes? Merci bien, mon cher Kevin. Je vais essayer de me présenter, faire une œuvre autobiographique. C'est toujours un peu gênant, mais je vais essayer d'esquisser quelques pas. Sur le plan médical, je suis médecin légiste, sorti de la faculté de médecine de Dakar. Sur le plan médical également, je suis expert en évaluation juridique de dommages corporels, sorti de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Qu'est-ce que ça veut dire évaluation lorsque vous voulez reparer sur le plan civil, quelqu'un qui a été victime de certains dommages, et lorsque nous voulons procéder à la réparation civile de ces dommages, on est obligé de demander à un expert de faire une évaluation pour que ce dommage subi soit converti en termes de monnaie. Donc je disais tantôt que j'étais médecin expert en évaluation juridique de dommages corporels. Toujours sur le plan médical, je suis médecin de catastrophe et je suis sorti de l'université Henri Mondor de Paris. En France. Ça, c'est sur le plan médical. Mais sur le plan médico-militaire, puisque on doit rappeler que vous êtes aussi un corps habillé. Okay. Sur le plan médico-militaire, je suis médecin militaire, sorti de l'école d'application du service de santé des armées de Paris, encore appelé Val-de-Grâce. Je suis également médecin de l'Avent, sorti également toujours de l'école d'application du service de santé des armées de Val-de-Grâce de Paris en France. Et sur le plan militaire, votre qualification? Sur le plan militaire, je suis médecin colonel. Ok. Alors, sur le plan chirurgical, sur le plan chirurgical, vous avez des compétences. C'est d'ailleurs le but de cette invitation que Panorama vous a lancée. Oui. Évidemment, sur le plan chirurgical, je suis chirurgien généraliste, sorti de la faculté de médecine de Brazzaville, de l'université Marien Ngouabi. Je suis également chirurgien traumatologue et orthopédiste, sorti de la faculté de médecine Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Cette expérience a été renforcée en Europe, particulièrement en France, et en Belgique. Quand vous parlez de renforcement des capacités, ça veut dire quoi? Une formation n'est jamais terminée. On a toujours besoin des petites formations complémentaires pour essayer d'aguerrir son expérience. Et en dehors de ça? Bon, en dehors de ça, j'essaye d'accompagner certaines firmes qui fabriquent des implants. Les implants, ce sont des fers qu'on met au niveau du corps. Et donc, je suis consultant auprès de certaines firmes qui fabriquent du matériel, notamment des firmes asiatiques et des firmes françaises. Quand vous dites consultant, quel est votre rôle? Bon, mon rôle, je vais prendre un exemple de quelques contributions que nous avons faites. Lorsque vous prenez la firme Lépine fabrique des tiges fémorales d'une valeur minimum de 8. Il s'avère qu'ici à Brazzaville, en Afrique centrale et même au Congo-Brazzaville, nous sommes des Bantous. Et les Bantous, ce sont des hommes de petite taille. Et donc, ce qui fait que le fémur d'un Bantou ou d'un Pygmée ou de quelqu'un qui souffrait d'une maladie qu'on appelle la drépanocytose, ce sont des petits fémurs. Et quand on a constaté que quand nous mettions des tiges fémorales de 8, ces tiges étaient trop grosses. Voilà. Et donc on leur a demandé de nous créer des tiges fémorales de 6 et de 7 pour nous adapter à la situation qui est la nôtre. Donc sur le plan anatomique, on peut dire que nous ne sommes pas identiques. Il y a des spécificités par rapport aux différents groupes d'hommes. Donc nous les Bantous, on a des spécificités. Exactement, on a des spécificités. Pour cette raison, même sur le plan de la natation, on constate que les Noirs sont de moins en moins plus performants. C'est peut-être à cause
de ses spécificités, le poids des os et tout ça, ça prend? Bon, comme ce n'est pas mon domaine, j'aurais du mal à vous apporter une quelconque réponse là-dessus. D'accord, merci beaucoup. On va parler de la dépigmentation cosmétique et de la hanche. Quand on parle de la dépigmentation, certainement des gens seront embrouillés. On peut aussi appeler cela, comme on dit vulgairement ici, se maquiller. Se maquiller à outrance, où les gens changent carrément la coloration de la peau. Quelqu'un qui a été noir récemment et 2 jours après, il se retrouve. Quand on parle de la dépigmentation, techniquement parlant, qu'est-ce que cela veut dire? Par dépigmentation cosmétique, on entend par là l'ensemble des procédés visant à éclaircir la peau dans un but essentiellement cosmétique, pour se rendre, la beauté. La beauté. Et c'est un phénomène qui concerne essentiellement la population de l'Afrique subsaharienne et l'Amérique du Centre. Elle concerne essentiellement également les femmes. Je n'ai pas dit que les hommes ne se dépigmentent pas, mais c'est un phénomène qui concerne essentiellement les femmes. Et nous avons essayé de regarder sur l'Internet ce phénomène qu'on appelle la dépigmentation cosmétique ou alors la dépigmentation volontaire porte des noms différents. Au Sénégal, on appelle ça xéhal. Toujours au Sénégal, on appelle ça également l'ehal. Au Mali, ça porte le nom de tchatchou. Au Congo-Brazzaville, on appelle ça le maquillage. Le maquillage. Et ce problème est devenu un phénomène social de grande envergure dans les années 60, dû à 2 problèmes précis. Le premier problème, c'est la mise sur le marché des dermocorticoïdes. Les dermocorticoïdes ont commencé à être vendus sur le marché à partir des années 60. Ensuite, on a découvert dans les années 60 les propriétés dépigmentantes de l'hydroquinone. Ça a été découvert de façon fortuite. Semble-t-il, il y avait des Noirs qui travaillaient dans une usine de caoutchouc aux États-Unis et ces Noirs se sont retrouvés avec une peau claire. Et à partir de cette expérience, on a découvert que l'hydroquinone pouvait également être utilisé pour entraîner une dépigmentation cosmétique et a été inséré dans les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques. Merci. C'est l'affaire de Serena. Ici, elle vend un des produits les plus populaires. Ce produit-là est le plus vendu. J'en ai des grands, mais des petits aussi. Caro White, le best-seller à Dakar. Celui-là coûte 500. La plus grande bouteille est à 2003. Ça, c'est le meilleur. Et il est disponible en pharmacie aussi. Ça vient de Paris. Oui. Ça, c'est pour les âges, mais bon, ça, à partir de 12 ans, 13 ans, 15 ans, tu peux l'acheter. Mais le reste, il faut que tu sois majeur, genre. Sur le plan statistique, il y a une étude qui a été menée à Bamako dans les années 90, une population féminine de 15 à 45 ans, qui a démontré que 25% de ces femmes se dépigmentaient et que le coût moyen de la dépigmentation a été évalué au SMIG à Bamako dans ces années-là, donc en 90, était à 20 000 francs. Nous avons également une étude qui a été réalisée à Dakar, dans un quartier qu'on appelle Nyaritali, entre 15 et 45 ans, c'était une population féminine. On a retrouvé 67% des femmes qui se dépigmentaient. Les motivations, elles sont nombreuses. Parmi les motivations, nous pouvons citer les magazines de la mode. Oui. Dans la plupart des magazines de la mode, vous allez voir des femmes qui sont habillées avec une peau qui devient très claire, et cette peau claire est due à des produits cosmétiques. De ce genre, il y a la publicité, voilà. Il y a également le cinéma. Oui. Et il y a également sur le plan mariétal. En tant que peuple noir, le peuple
subsahariens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce complexe d'infériorité avec la suprématie de la couleur blanche où les gens veulent imiter l'excellence, ils veulent être comme des blancs? C'est pas aussi ça l'une des motivations? Je pense que c'est l'une des motivations. Il faut également signaler qu'en Afrique subsaharienne, les femmes qui sont de couleur, qui se dépigmentent, paraissent un peu préférées par les hommes que celles qui ne se dépigmentent pas. Et donc je pense que ce complexe-là peut également être une raison supplémentaire. Elle est lavée, nettoyée, hydratée, maquillée. Chaque jour, notre peau absorbe toute une série de substances. La peau est un organe. C'est l'organe le plus étendu et le plus lourd du corps humain. Chez l'adulte, la peau mesure environ 2 mètres carrés. Elle pèse en moyenne 3 kg chez la femme et 5 kg chez l'homme. La peau, c'est une enveloppe qui nous protège de l'extérieur, qui à la fois garde les éléments étrangers que sont par exemple les bactéries, les virus, les produits chimiques en dehors de notre corps, et puis qui fait aussi une barrière pour nous empêcher par exemple de nous déshydrater, donc qui garde l'eau à l'intérieur. Longtemps, la peau a été négligée par la recherche, mais avec le temps, la dermatologie a gagné en reconnaissance. Ça a été le parent pauvre de la médecine. Pendant de nombreuses années, on disait « Ah oui, le dermatologue, c'est celui qui ne sait pas grand-chose, et puis il ne fait pas grand-chose non plus. » Et puis ça a beaucoup changé. Il y a énormément de recherches dans le domaine de la peau. C'est un organe qui est à l'extérieur, qui est facile à biopsier. On peut facilement prendre des morceaux de peau. Et ça a permis à la recherche sur la peau de progresser de manière vraiment extrêmement rapide. Bonjour. Je viens chercher un échantillon pour l'Institut de santé au travail. Tenez, je vous le remets. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Nous sommes aux Chuves. David Vernet vient récupérer une matière première précieuse pour ses expériences. Des échantillons de peau humaine issus de la chirurgie de l'obésité. Avec son équipe de l'Institut roman de santé au travail, il étudie le passage des substances chimiques à travers la peau. Leur but, en comprendre les mécanismes pour mieux protéger les travailleurs des composants problématiques. Voilà l'échantillon du jour. Il y a 3 grandes voies d'entrée des toxiques dans l'organisme: la gestion, l'inhalation et la voie cutanée, la peau. Historiquement, on s'est beaucoup intéressé dans le domaine de la santé environnementale et dans le domaine de la santé au travail à la voie inhalée. Parce que c'est une voie d'entrée très directe dans l'organisme, et surtout parce que quand on connaît la concentration externe en polluants, on peut calculer une dose interne et ça permet de faire une évaluation de risque. Ce n'est pas le cas pour la peau, qui est un organe qui est assez compliqué, où la relation directe entre la dose externe et la dose interne n'est pas aussi simple à établir. Du coup, on a beaucoup de mal à réglementer et à contrôler, à prévenir ce type de risque. À leur début, les chercheurs ont dû se contenter d'oreilles de cochon et de peau artificielle pour leurs expériences. Aujourd'hui, ils obtiennent des résultats bien plus fiables en travaillant avec de la peau humaine. On va exposer de la peau à une substance chimique et regarder à quelle vitesse et après combien de temps cette substance va traverser la peau. On va aussi pouvoir regarder s'il y a métabolisation, c'est-à-dire s'il y a une transformation de la substance dans la peau elle-même. Ici, l'équipe de David Vernet fait des mesures sur le bisphénol A. En 2017, l'Agence européenne des produits chimiques l'a reconnu comme perturbateur endocrinien. Le bisphénol A est classé dans la liste des substances extrêmement préoccupantes. Cette étude a été commandée par l'Office fédéral de la santé publique. Il y a beaucoup de paramètres qui vont influencer le passage à travers la peau. Il y a des paramètres liés à la substance. Les paramètres liés à la substance, c'est la taille de la molécule et la polarité, c'est-à-dire sa capacité à se solubiliser dans les graisses ou dans l'eau, puisque la peau a à la fois une barrière hydrophile et à la fois une barrière lipophile. Et puis il y a des paramètres qui sont liés à la peau elle-même. L'état de surface de la peau, la zone anatomique touchée, l'hydratation de la peau, qui font que c'est difficile à prévoir. La peau a plusieurs couches. En surface, la couche cornée. Elle se compose de lipides et de protéines qui empêchent les molécules solubles dans l'eau de passer. Les couches inférieures, elles, contiennent de l'eau
Ce sont les couches aqueuses qui empêchent les lipides, donc les graisses, de passer. Les molécules solubles à la fois dans les graisses et dans l'eau sont celles qui traversent le plus facilement la barrière cutanée. Mais certaines molécules, qui a priori ont de la difficulté à passer les couches aqueuses, se transforment et se retrouvent dans notre organisme. C'est la métabolisation. Dans une certaine mesure, toutes les substances sont susceptibles de traverser la peau en plus ou moins grande quantité. Évidemment, plus la polarité est intermédiaire et plus la taille de la molécule est petite, et plus ce passage va être important. Mais la semi-perméabilité de la peau n'a pas que des désavantages. Depuis une trentaine d'années, la médecine utilise la peau comme voie d'entrée pour administrer des médicaments via les pads. Maintenant, quand on a essayé de peindre ce tableau sur la dépigmentation, l'origine, le but, parlons de la hanche. Ok, la hanche, c'est une articulation qui relie le tronc aux membres inférieurs, également appelés les membres pelviens. Et cette articulation comprend des surfaces articulaires, essentiellement la tête fémorale et la cavité cotyloïdienne. Et la hanche est enveloppée d'une couche qu'on appelle la capsule. Cette couche est d'elle-même enveloppée de l'intérieur par la synoviale, et la synoviale contient ce qu'on appelle le liquide synovial qui permet de faciliter les mouvements. Et cette hanche est entourée des grosses masses musculaires. Quelques particularités, à mon avis, nécessitent d'être citées. Il y a la vascularisation de la hanche. Oui. La hanche a une vascularisation qui est terminale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collatéral. Et la vascularisation de compensation qui est là est inexistante ou très minime. C'est une petite artère qui vient à partir du ligament rond. Et donc, si vous avez des problèmes, s'il y a des problèmes au niveau de la vascularisation de la hanche, il n'y aura pas de compensation. Et en aval, les cellules de la hanche, notamment de la tête, vont souffrir d'hypoxie et pourront finir par mourir. Parmi d'autres particularités, la hanche est une articulation qui est portante, c'est-à-dire qui supporte le poids de notre corps. Et ce qui va faire que lorsque la hanche va souffrir, les manifestations, notamment la douleur, apparaîtra pendant la station debout ou pendant la marche. Alors, toute la mobilité sera affectée. Sera affectée. Une autre particularité, la hanche, c'est une articulation qui est profonde. Le fait qu'elle soit profonde pendant les interventions chirurgicales, c'est une articulation d'une accessibilité difficile sur le plan chirurgical. En plus, l'autre particularité, vous voyez, vous avez la tête, vous avez le col du fémur, mais la partie moyenne du fémur est en porte-à-faux. C'est-à-dire que les contraintes, le poids du corps ne passe pas directement de la tête sur le fémur diaphysaire. Et il est en porte-à-faux. Cela a un avantage, parce que si le fémur était dans la même direction que la tête, les jambes allaient se toucher pendant la marche. Donc il y a quand même une nécessité sur le plan biomécanique, c'est ça qui nous permet de marcher librement. À ce moment-là, les os et les cuisses ne se collent pas pendant la marche. Alors, d'autres, vous savez que de tout ça là, la hanche, avec tout ce que vous avez cité comme caractéristique, la vascularisation, sa situation anatomique, mais quand on parle de la dépigmentation en cosmétique, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la peau. Parce qu'on peut avoir un peu l'explication anatomique de la peau. Okay. Comme ça, on va comprendre quel est vraiment le rôle de l'effet de la dépigmentation sur la hanche en passant par la peau. Mais la peau, c'est ce revêtement-là qui nous recouvre, qui contient trois couches principales. Nous avons l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Quel est le rôle principal de l'épiderme? L'épiderme joue plusieurs rôles. D'abord, ce qui est superficiel. Ce qui est superficiel, parlons un peu de sa constitution. Il y a une couche qui est superficielle et une couche qui est profonde. Au niveau de la couche profonde, nous avons des cellules particulières qu'on appelle des mélanocytes. Et ces mélanocytes produisent ce qu'on appelle la mélanine, qui est responsable de la coloration de notre peau. Et cette mélanine filtre les rayons ultraviolets pour nous prévenir des cancers, de certains cancers de la peau. Les effets des UV. Des UV, exactement. Exactement. Okay. Et donc, ça, c'est sûr au niveau de l'épiderme. Et au niveau du derme,
nous avons des fibres élastiques, nous avons des fibres de collagène, nous avons également des inclusions intradermiques, essentiellement, ce sont les glandes sébacées, c'est le follicule pilosébacé. Mais le plus important, c'est que ces fibres musculaires élastiques, ces fibres d'élastine, ces fibres de collagène permettent de garder une certaine tension au niveau de la peau. Et les produits cosmétiques vont détruire ces fibres et entraîner certaines conséquences que nous allons voir un peu plus tard. Une surface d'environ 2 mètres carrés, un poids proche de 5 kg, un tissu souple, lisse, résistant, extensible ou encore imperméable, la peau, organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain, cumule à elle seule toutes ses propriétés. Elle est le seul organe vital de notre corps que l'on peut voir et a pour fonction, en l'enveloppant, de le protéger. Composée de 3 couches de tissu, elle forme une barrière de protection de l'organisme contre les agressions du milieu extérieur. L'épiderme, c'est la couche superficielle directement en contact avec l'extérieur. Constituée d'une juxtaposition de cellules jouant le rôle de briques, comme dans un mur, appelé kératinocyte, il forme un bouclier presque imperméable et joue un rôle déterminant dans la bonne santé de la peau. Les cellules jeunes des couches profondes se multiplient et migrent continuellement vers la surface, repoussant les cellules âgées de plus en plus loin de leur source d'approvisionnement. 30 jours suffisent pour les renouveler totalement. En migrant à la surface de l'épiderme, les kératinocytes s'aplatissent, perdent leur noyau et meurent. On les appelle alors des cornéocytes. Ces cellules mortes forment une couche étanche et très résistante, la cornée. Arrivés à la surface de la peau, les cornéocytes se détachent un par un, c'est la desquamation. L'épiderme n'est pas irrigué directement par des vaisseaux sanguins, mais par diffusion du derme. Le derme, c'est la couche épaisse de la peau. Il contient un réseau extrêmement abondant de vaisseaux sanguins dont aucun ne pénètre dans l'épiderme. Ils ont, en plus de leur rôle nourricier, une fonction essentielle dans la régulation de la température du corps. On trouve également dans le derme du collagène et de l'élastine, qui confèrent à la peau son élasticité et sa résistance. Il contient les bulbes pileux et les glandes productrices du sébum et de la sueur, la transpiration participant activement à la régulation de la température du corps. Enfin, le derme est richement pourvu en récepteurs sensoriels, permettant la détection de la pression sur la peau, des vibrations, des étirements ou la perception de chaleur et de froid. L'hypoderme est la couche la plus profonde, dans laquelle se trouvent la plupart des cellules graisseuses, les adipocytes. L'hypoderme, amortisseur de choc et protecteur contre le froid, constitue une véritable réserve d'énergie. La peau est donc une enveloppe vivante qui se renouvelle constamment et nous protège des rayons ultraviolets, des micro-organismes ou des agressions externes. Ces 2 millions de pores contribuent à la régulation de la température du corps par l'élimination ou la rétention d'eau. La peau est aussi une petite usine à vitamines. En puisant son énergie dans la lumière du soleil, elle fabrique la vitamine D, essentielle à la fixation du calcium sur les os. Je voulais parler de ce qu'on appelle des inclusions intradermiques. Essentiellement, le follicule pilosébacé, c'est-à-dire le poil et les glandes sébacées. Nous avons également les glandes sudoripares. Et quand nous mettons les produits cosmétiques sur la peau, c'est à travers ces 3 canaux que les produits cosmétiques vont se retrouver. Les produits, le principe actif entre. Voilà, le principe, les produits dépigmentants passent à travers ces 3 canaux que je peux reciter: les glandes sudoripares, les glandes sébacées et le follicule pileux. À travers de ces 3,
artifices, les produits dépigmentants, donc les produits cosmétiques dépigmentants, vont se retrouver dans la circulation générale pour générer les conséquences que nous allons voir plus tard. Mais parlons un peu de ces produits cosmétiques à effet dépigmentant. Oui. Voilà. Actuellement, il y en a sur le marché congolais, je ne sais même pas s'il y a une législation qui encadre la consommation par les populations de tous ces produits-là. C'est dans tous les sens, c'est les différents noms aussi pompeux. Bon. Alors, est-ce qu'il y a la classification quand même, quand on parle de... où c'est tous les produits cosmétiques dépigmentants, où il y a une catégorie, où il y a les plus dangereux et les moins dangereux. Parlez-nous un peu de ça, vous qui avez déjà approfondi la question. Ok, merci bien. Sur le plan de la législation, en Europe, les corticoïdes, les dermocorticoïdes ont été soustraits des produits cosmétiques depuis les années 2000. L'hydroquinone a également été soustrait des produits cosmétiques depuis 2000. Donc il ne reste, l'hydroquinone est utilisé simplement dans les préparations pour les ongles artificiels. Mais comme produit cosmétique, habituellement ça a été retiré. Il y a aussi les produits mercuriels qu'on peut citer, hein, c'est l'Asepso, le Mekako. Tous ces produits ont été retirés du marché européen parce que ce sont des produits qui entraînent des effets délétères sur la santé. Je suppose que chaque jour, j'utilise entre 20 à 30 cosmétiques à peu près. Je pense entre une quinzaine de cosmétiques par jour. Entre 15 et 20 cosmétiques. Aluminium, phénoxyéthanol, méthylparabène, butylparabène, BHT, propylparabène. Notre peau n'est pas une barrière absolue. Et tous les jours, nous la couvrons de 1001 substances chimiques et naturelles contenues dans des crèmes, des gels douches, des déodorants, du maquillage, bref, des cosmétiques. Mais est-ce que des ingrédients présents dans les cosmétiques traversent la peau et vont dans l'organisme? Réponse oui, plus. Notre peau est capable de capter les perturbateurs endocriniens de l'air, de notre activité professionnelle ou de notre activité quotidienne, comme l'utilisation de shampoings, de crèmes, etc. Certains cosmétiques contiennent des perturbateurs endocriniens. Mais de quoi s'agit-il au juste? Le système endocrinien est composé de glandes qui sécrètent des hormones. Les hormones sont des messagers porteurs d'informations permettant la régulation de l'organisme et l'harmonie de son développement. Or, certaines substances chimiques miment le comportement des hormones. Ce sont les perturbateurs endocriniens. Ils se logent dans les récepteurs hormonaux et brouillent les informations, ce qui entraîne toutes sortes de déséquilibres, problèmes de fertilité, malformations génitales, puberté précoce. Professeur d'endocrinologie pédiatrique au CHU de Montpellier, Charles Sultan vit en partie à Sion. Il analyse les conséquences de la pollution environnementale sur la santé de l'enfant depuis 20 ans. Très préoccupé par le bain chimique dans lequel nous évoluons, c'est un expert mondialement reconnu sur ces questions. Lorsque l'on considère l'action des perturbateurs endocriniens, il est apparu très vite qu'il y avait 3 périodes fondamentales du développement de l'individu où la sensibilité, on parle même de vulnérabilité, était la plus importante. Ces 3 périodes sont représentées premièrement par la vie fœtale, deuxièmement les premières années de la vie et troisièmement l'adolescence. Pour ces 3 périodes de la vie, les données scientifiques s'accumulent. Un travail publié il y a quelques semaines montre que le facteur de risque de développer une malformation génitale était 6 fois supérieur lorsque la mère avait utilisé pendant la grossesse des cosmétiques et des produits shampoings, savons, ce qui est un risque considérable. Le professeur Sultan tire la sonnette d'alarme. Pour lui, des mesures radicales s'imposent. Il faut interdire l'utilisation de cosmétiques et autres produits de beauté ou de soins pendant ces 3 périodes, parce qu'on a évalué qu'1 millier d'entre eux
contenaient des substances à risque. Et 25 d'entre eux contiennent des substances chimiques interdites. Ces substances problématiques, Sarah Gnoni les évite au maximum. La lausannoise est présidente de Toxic Free Suisse. Bonjour. Cette association, fondée il y a une année, comptabilise une 50aine de membres. Son but, informer et sensibiliser à la fois le public et le corps médical aux problèmes liés aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens. Ce qui m'a poussée en fait à créer l'association pour pouvoir en parler, c'est que j'ai eu 2 grossesses et à aucun moment un médecin, un gynécologue m'a prévenu en disant bah voilà, vous êtes enceinte, évitez vraiment de mettre des crèmes sur vous, évitez de manger de la nourriture avec des pesticides, évitez le plastique, ce genre de choses. Il ne faut pas faire peur aux gens, mais je trouve qu'une femme enceinte devrait savoir qu'elle peut exposer son fœtus si elle met certaines substances sur son corps. Docteur, en l'absence d'un laboratoire de contrôle qualité de tout ce que nous consommons ici dans le domaine cosmétique, est-ce que ces retraits en Occident, là où la grande recherche médicale, la grande recherche scientifique se fait, ne devraient pas entraîner ipso facto le retrait aussi dans nos pays, étant donné que nous sommes quand même les consommateurs secondaires de tout ce que les autres produisent? Ok, merci bien. Vous savez, les fabriques des produits cosmétiques, ce sont des grands lobbies. Ils sont grands et ils sont très puissants. Et c'est une question sur laquelle moi je ne voulais pas m'hasarder là-dessus parce que c'est des lobbies qui sont très puissants. Compte tenu de l'effet de ces produits sur la santé, vous qui observez les dégâts sur le corps humain de tous ces produits-là, si vous avez un plaidoyer à faire? Mais s'il y a un plaidoyer à faire, je pense qu'il est souhaitable que le ministère de la Santé s'intéresse à cette question. Parmi ces produits, il faut retenir qu'il y en a 4 principaux produits. Nous avons les dermocorticoïdes. Ce sont des corticoïdes qu'on mélange à des produits cosmétiques sous forme de gel, sous forme de pommade, sous forme de savonnettes qui sont utilisées. Donc ça, ce sont les dermocorticoïdes. Mais il y a un autre problème qui est encore plus dangereux, c'est l'utilisation détournée des produits pharmaceutiques qui contiennent des corticoïdes. Et ces médicaments, c'est essentiellement, je vais le citer, mais c'est quand même un peu dangereux pour des jeunes populations qui peuvent se livrer à des expériences un peu dangereuses. C'est le Kenacor 40, le Kenacor 80, vous avez l'Altime, vous avez également le Diprostène, les Positans. Ce sont des corticoïdes. Et il y a certaines personnes qui prennent une injection, soit par la peau, soit par la veine, une fois par mois. Donc vous avez 12 injections par mois et ils peuvent utiliser un lait banal genre Mixa. Donc ça c'est sur le plan des injections. Mais il y a aussi des comprimés. Il y a des corticoïdes sous forme de comprimés que les gens prennent. Le Cortensil, le Soluprète, les gens consomment ça pour avoir une peau claire. Et ça, ce sont les médicaments les plus dangereux. Vous avez l'hydroquinone qui a été retiré en Europe depuis 2001, qui est utilisé également sous forme de pommade, sous forme de gel, sous forme de savon. Est-ce que les produits pharmaceutiques dans les populations ont compris des effets secondaires qui dépigmentent la peau? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un encadrement dans le cadre de la prescription, de la délivrance de ces médicaments au niveau des firmes pharmaceutiques? Ah oui, ça vous avez parfaitement raison. Je pense que dans la prescription, le pharmacien doit respecter la prescription du médecin. Mais le problème, c'est que il y a des officines qui vendent des médicaments dangereux aux malades sans ordonnance médicale. Bon, il faut également signaler qu'il y a des médecins également qui ne sont pas rigoureux dans la prescription. Et qui font des prescriptions fallacieuses de sentiments, et les gens se procurent facilement des corticoïdes. Et nous avons parlé de l'hydroquinone, qui a été retiré, qui est vendu dans toutes les boutiques. Vous avez également du mercure. Donc les mercuriels, c'est par exemple le cas d'Asepso à l'époque, le Mekako, le Jaribou. Il y a tous ces produits. Ça continue toujours. Il y a aussi les médicaments, la soude caustique, qui est également incorporée dans certains cosmétiques pour pouvoir éclaircir la peau.
La dépigmentation artificielle de la peau, un fléau très présent dans certains pays africains, elle reste toujours un effet de mode chez les femmes. Un petit détour au marché HLM de Dakar, le constat est visible. Des femmes ont la peau claire, des fois douce et sèche. Dans cette boutique cosmétique, c'est le grand rush. Astou est réputé de par ses produits de qualité de khessal, des pigmentations en langue wolof. En tant que consommatrice, je vends des produits de qualité. J'ai aussi des clientes dans le choix pour faire de bons mélanges. Parce que là, je commence à avoir de l'expérience dans la dépigmentation. Des clientes viennent de partout pour se ravitailler de ces produits, à l'image de cette dame qui se dépigmente la peau depuis 2005. Malgré ses complications sanitaires, elle continue toujours cette pratique. Auparavant, je mélangeais les produits juste pour avoir la peau claire. Mais je me suis retrouvée avec des boutons sur le visage et des vergetures. Je ne me suis pas découragée, même si ma santé est menacée. Les goûts et couleurs ne se discutent pas. Certaines préfèrent garder leur teint naturel. Sorna, très connue à travers le petit écran, est jalouse de sa noirceur d'ébène. Bon, je garde toujours ma noirceur parce que j'aime déjà le naturel. Je n'aime pas trop utiliser des produits qui peuvent éclaircir un peu ma peau. J'ai confiance en moi-même, c'est pourquoi je suis toujours restée noire. Selon le dermatologue, il y a une utilisation abusive des produits pour blanchir la peau. L'hydroquinone qui compose certains produits a des effets secondaires sur la peau. Au niveau des parties où il y a un contact avec le soleil, il y a une réaction avec l'hydroquinone et ça donne souvent des taches noires. Ce sont les fameuses taches noires qui sont sur le dos qu'on appelle en wolof le tiéré, sur le visage qu'on appelle les lunettes, etc. Autre effet secondaire néfaste lié aux corticoïdes, les conséquences graves chez les femmes enceintes dépigmentées. Le Sénégal, dans la ligne rouge des pays où la dépigmentation a une forte affluence, selon la dernière étude de l'Association internationale sur la dépigmentation artificielle, le pays de la Teranga est en deuxième position en Afrique, juste derrière le champion, la République démocratique du Congo. Quels sont les canaux d'entrée dans le pays? Vous constatez, qu'est-ce qui ressort? Ces produits sont officiellement vendus ou soit c'est des produits officieusement vendus compte tenu des effets signalés déjà par les grands scientifiques européens qui pensent qu'on doit retirer tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout simplement l'ignorance de la loi où les gens font la sourde oreille. Ça, c'est des questions quand même assez délicates. Je ne me suis pas encore intéressé au canon d'approvisionnement des vendeurs ou des revendeurs des cosmétiques dépigmentants qui entraînent des conséquences. Non, je ne me suis pas encore intéressé à cette question. On peut dire que pour l'heure, le Congo affiche une certaine faiblesse dans la réglementation de l'utilisation de ces produits cosmétiques dangereux pour la santé. Ben, je ne saurais le dire. Je préfère constater les dégâts qui sont entraînés par ces produits cosmétiques sur le corps humain. Au niveau de la peau, quelles sont les complications avec ces produits? Ben, au niveau de la peau, je voulais d'abord signaler quelque chose d'assez important. Quels sont les mécanismes par lesquels les produits cosmétiques arrivent à entraîner une dépigmentation de la peau? Il y a une molécule qu'on appelle, c'est pas une molécule, une cellule qu'on appelle les mélanocytes, qui se situe à la base de l'épiderme. Ces mélanocytes produisent des mélanosomes. Et ces mélanosomes vont migrer à la surface de la peau au niveau des kératinocytes. Quel est le rôle de ces mélanosomes? Ces mélanosomes sont responsables, nous protègent contre les rayons ultraviolets qui peuvent entraîner des cancers. Mais malheureusement, ces mélanosomes sont responsables de la coloration de notre peau et de la coloration de nos cheveux. Et les noirs et les blancs, ils ont le même nombre de mélanocytes. Donc en termes de cellules, nous avons le même nombre de cellules. Mais la différence, il y a une différence au niveau de la quantité de mélanosomes, de la synthèse de mélanosomes et de la composition de mélanosomes. C'est à ce moment-là, la teneur de la mélanine, c'est là qui fait la différence entre la couleur noire de la peau, la couleur blanche de la peau et la couleur jaune de la peau.
Et maintenant, ces produits... Mais quand même, c'est un avantage pour les Noirs d'avoir beaucoup de mélanome. Ben je pense, puisque ça nous protège contre des effets cancérigènes des ultraviolets. Et donc, ces produits cosmétiques vont agir à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est tuer le mélanosome. Donc, ils vont tuer le mélanocyte, qui produit le mélanosome. Donc, quand vous allez tuer le mélanocyte, du coup, vous avez une baisse de mélanosome et vous avez un éclaircissement. On n'a plus d'œufs. Voilà. Et il y a d'autres mécanismes, c'est que pour produire de la mélanine, il y a une enzyme qu'on appelle la tyrosinase. Il y a des produits qui bloquent la tyrosinase et à ce moment-là, en aval, vous n'avez plus de mélanosome et donc la peau s'éclaircit. Le troisième mécanisme, c'est la réduction de l'épaisseur de la peau. Donc l'élimination rapide des kératinocytes qui reçoivent les mélanosomes pour expliquer la justification de la peau. Et donc, ces produits pharmaceutiques vont tuer les mélanocytes et par ces 3 mécanismes, nous aboutissons à un éclaircissement de la peau. Et ce qui va forcément entraîner des complications. Des complications. Vous m'avez posé une question. Quelles sont les complications? Les complications sont de plusieurs ordres. Nous allons d'abord voir les complications cutanées. Au niveau de la peau, quelles sont les complications qu'entraînent les cosmétiques dépigmentants? Nous avons d'abord les infections. Parmi les infections, il y a 2 types d'infections. Nous avons les infections mycosiques. Donc, vous avez les dermatophyties, les candidoses. Vous avez également les infections bactériennes. Et tout ça est dû au fait que les produits cosmétiques entraînent une baisse de l'immunité de la peau. Mais au niveau de la peau, il y a autre chose. Vous avez également ce qu'on appelle l'ochronose. L'ochronose, ce sont des papulomacules. Vous avez des femmes qui se dépigmentent et qui ont des papules, une coloration un peu marbrée du visage. On appelle vulgairement à qui la faute. Oui, à qui la faute. Voilà, ce sont des ochronoses exogènes. Voilà, exogènes. Parce que c'est visible. Partout, voilà. Il y a cette conséquence, mais il y a d'autres conséquences. Nous avons également les vergetures. Les femmes qui se dépigmentent ont plus de vergetures que tout le monde. Elles ont des vergetures au niveau des poitrines, au niveau des hanches. En dehors des vergetures, vous avez la dyschromie cutanée. Cette dyschromie... Mais les vergetures, ce n'était pas aussi l'effet de l'embonpoint, les gens qui prennent un peu du poids de manière exagérée, surtout chez les femmes. Il y a peut-être ça aussi, puisque tous ne se dépigmentent pas, mais il y a quand même pas mal de vergetures qu'on retrouve chez les femmes, surtout au niveau des cuisses, tout ça. Est-ce que c'est forcément lié à ça ou bien c'est l'une des conséquences simplement? Ok, les vergetures ont plusieurs causes, mais les femmes qui se dépigmentent ont bien plus de vergetures que les autres. Très bien. Vous avez également la dyschromie cutanée, c'est-à-dire vous avez des femmes qui, à certains endroits, ils ont une peau claire et à d'autres endroits, ils ont une peau sombre. C'est dû au fait que les topiques, notamment... Comme on dit chez nous ici, Coca-Cola. Coca-Cola, c'est une application inhomogène des substances cosmétiques sur la peau. Il y a encore autre chose, c'est au niveau des seins. Les produits cosmétiques entraînent une destruction des fibres de collagène et donc les femmes qui se dépigmentent vont avoir une poitrine qui est flasque, qui est mollasque, qui est tombante, alors que ce sont des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, ce sont des femmes qui n'ont jamais allaité. Sur le plan général, il y a d'autres petites conséquences, je ne vais pas m'hasarder là-dessus, mais vous avez le diabète qui est entraîné par les produits cosmétiques. Vous avez l'hypertension artérielle. Les mécanismes sont assez complexes. Seulement, on retient qu'il y a... Il y a le diabète, vous savez que... Il y a d'autres qui disent aussi que l'une des conséquences de ces produits dépigmentants, c'est aussi l'accélération du vieillissement. Est-ce que c'est vrai? Bien, évidemment, puisque les produits cosmétiques, notamment les corticoïdes, vont entraîner une destruction des fibres de collagène, des fibres d'élastique, qui essayent de maintenir notre peau avec une certaine tension. Et donc, la destruction de ces fibres-là vont entraîner une peau qui va être flasque, qui va être vieillissante, qui va être tombante. Avec des femmes de 40 ans qui ressemblent déjà à des femmes de 60 ans. On va maintenant arriver au autre problème, les complications sur l'os, parce que quand on parle de la hanche, c'est essentiellement l'articulation et les os.
on a vu les mécanismes d'entrée, mais non. Aujourd'hui, nous parlons de la dépigmentation cosmétique et la hanche, donc essentiellement les os au niveau de la hanche et de l'articulation. Quelles sont les conséquences à ce niveau?